3, 2, 1. Here we go! Pas de micro, pas de son. Alors, c'est pas le bon micro. Voilà, mais je vais prendre le bon micro directement. Bonjour à tous et tous, ou rebonjour à celles et ceux qui nous rejoignent ou qui qui étaient déjà parmi nous aujourd'hui ou hier, car vous le savez, nous sommes dans le cadre du cycle des conférences et tables rondes de Cyclo pour cette édition Bordeaux 2023. Nous allons traiter, comme vous le savez, du sujet de la reuse ou de la réhute en tant que solution qui semble attirer un certain intérêt, à en juger par votre présence nombreuse. Et pour vous en parler, je vais vous présenter sans plus tarder nos intervenants, dont 3 seront avec nous en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et 2 en visio pour des raisons que vous pouvez imaginer, compte tenu de la nature de cette journée un peu particulière du jeudi 23 mars. Donc j'appelle sans transition Madame Julie Ducrot, qui est ingénieure process et traitement des eaux à Toulouse Métropole, Madame Ariette Sourzac-Paulet, chargée d'études innovation, réutilisation et micropolluants à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et Monsieur Vincent de Sepúlveda, qui est chargé de projet chez Ecofilae. J'accueille également donc en visio, ils nous entendent et nous allons les découvrir à l'écran, successivement Madame Marie-Laure Ponce, technicienne ressources en eau à l'institution Adour, et Monsieur Patrice Garin, que nous avons vu à l'écran il y a un instant, qui est ingénieur de recherche, agronome et géographe à l'INRAE. Est-ce que vous nous entendez, Madame Ponce et Monsieur Garin? Nous vous voyons, en tout cas, Monsieur Garin, est-ce que vous nous entendez? Parfaitement. Bon, très bien, nous entendons également. Bonjour. Madame Ponce également. Bonjour. Bonjour. Et nous vous saluons à distance, certes, mais vous êtes bien présents parmi nous et nous pourrons juger dans un instant lors de vos interventions. Alors, juste à titre introductif, je voudrais rappeler que quand on parle de reuse ou de réhute, on parle bien effectivement de la même chose, la réutilisation des eaux usées traitées. Et lorsque cela est approprié, cette réutilisation constitue aujourd'hui l'une des solutions locales possibles pour répondre aux enjeux spécifiques d'un territoire donné, ou pour s'adapter à des tensions saisonnières sur l'eau, qu'elles soient d'ordre quantitatif ou qualitatif. Alors cette réhute est déjà très utilisée, comme vous le savez peut-être, dans certains pays, mais commence également à se développer en France, dans les milieux agricoles notamment, mais plutôt doucement que lentement, et lentement parfois, mais entre autres freins, se pose d'un point de vue sociologique la question de l'acceptabilité par les citoyens. En tout cas, vous nous proposerez les uns et les autres, mesdames, messieurs, des exemples concrets, des illustrations, et pourrez partager d'éventuelles recommandations à destination de celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce procédé. Alors pour commencer, je vais proposer à un expert du sujet, s'il en est, Monsieur de Sepúlveda, qui va nous présenter donc sa structure, son entreprise Ecofilae, et nous faire quelques rappels en matière de réglementation. Vous pourrez nous préciser notamment, Monsieur de Sepúlveda, quels acteurs composent un projet de reuse et quel est le rôle de votre entreprise dans cet écosystème. Tout à fait, merci. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, donc moi je suis chargé de projet chez Ecofilae, où on accompagne les collectivités territoriales et acteurs du territoire dans la réalisation d'un projet de reuse. Alors tout d'abord, pour répondre à votre question sur l'écosystème de reuse, schématiquement, on a 3 types d'acteurs qui, je suis sûr, sont présents ici dans l'Assemblée. Tout d'abord, on a les acteurs du territoire, donc ça c'est tout ce qui est puissance publique, pouvoir politique, donc ça va être les agences de l'eau, ça va être les collectivités, ça va être les associations citoyennes. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui font partie de cette catégorie dans l'Assemblée? Un certain nombre. Ensuite, on a les gestionnaires des gisements des eaux usées traitées. Donc ici, on a les régies, les délégataires, tous ceux qui en fait ont les mains dans les eaux usées ou même dans les eaux non conventionnelles, donc avec les eaux de pluie, les eaux de piscine, les eaux grises par exemple. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous gérez, vous traitez les eaux usées?
un certain nombre également. Et enfin, l'année dernière... Bon, on a une bonne représentativité. Hein, on a une bonne représentativité. Hein, ah oui, mais c'est le monde de la reuse, c'est le monde du cycle de l'eau. Et enfin, les derniers, les usagers, ça c'est ceux qui ont besoin d'eau. Ça va être les industries, ça va être les agriculteurs, ça va être les golfs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont besoin d'eau cet été? Ah, il y a moins de monde. Ah si, un petit peu quand même. Voilà, donc en fait, on voit ici qu'on est tous réunis et pourtant, en fait, on voit qu'il y a peu de projets reuse qui se font en France, très peu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait tous ces acteurs qui soient ensemble et qui soient tous convaincus qu'un projet reuse peut voir le jour. C'est pas juste mettre une canalisation à la sortie de la station d'épuration avec un traitement, c'est un rassemblement d'acteurs qui vont partager les connaissances et qui vont se mettre ensemble pour un projet reuse. Et d'ailleurs, on peut regarder les interactions qu'on a entre les acteurs et on voit à chaque fois que si on en enlève un, il va manquer une partie pour faire un projet reuse. Donc entre les acteurs et territoires et les usagers vont demander de l'eau. Si on n'a pas de gisement d'eau, ça ne sert à rien de lancer un projet parce qu'on n'aura pas d'eau. Entre les acteurs du territoire et les gestionnaires des eaux, on va avoir des contrats d'eau et d'assainissement qu'on voit classiquement. Mais si on n'a pas d'usagers, on a beau avoir de l'eau dans les mains, on ne saura pas la valoriser. Et enfin, entre les usagers et les gestionnaires de traitement des eaux, la plupart du temps, en fait, c'est deux mondes qui sont totalement différents de par leurs activités et qui ne communiquent pas forcément. Et donc le but, c'est de mettre tout le monde autour de la table et essayer de créer une chaîne sur un projet reuse pour que tout le monde puisse faire le projet. Nous, notre rôle chez Ecofilay, c'est vous accompagner là-dedans et essayer de monter un projet reuse. Pour parler rapidement d'Ecofilay, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2009 par Nicolas Condon, qui écoute sagement la présentation. Et donc en fait, notre but chez Ecofilay, notre obsession, c'est de multiplier les eaux usées, traitées, recyclées. Et donc, on a à la fois une partie ingénierie, une partie acculturation, donc c'est de la formation. On réalise des webinaires. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur notre page LinkedIn. On réalise des webinaires régulièrement sur la reuse, sur tous les nouveaux sujets proposés. On a une partie innovation avec des projets pilotes sur plusieurs stations d'épuration, notamment. Et on a une partie digitale. On a une plateforme collaborative, Hotspot Reuse, sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreux projets en France et à l'international, de tous les projets de reuse. Et enfin, notre domaine d'intervention, en fait, c'est les trois bulles que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est les territoires avec les collectivités, ça va être les industries, les agriculteurs, les golfs, les usages urbains. Donc ça va être tout ce qui est nouveaux usages, lavage de voirie, il va y avoir aussi les arrosages de stades, la défense incendie par exemple. Et enfin, un dernier qui est le décentralisé. Là, on est sur l'habitat, sur la réutilisation des eaux grises notamment. Il y a plus de 150 projets sur lesquels on a pu travailler en France et à l'international, donc sur toutes les catégories, eau urbaine, eau industrielle, du décentralisé un petit peu, et enfin des formations un peu partout en France. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur la réglementation de la reuse. Alors, sur la réglementation de la reuse, d'abord, on a eu des recommandations en fin du XXe siècle, puis au début vers 2006. Et enfin, la première réglementation en France apparaît le 2 août 2010 sur l'irrigation agricole et l'arrosage des espaces verts. Donc ça, c'est un arrêté qui a été précisé en juin 2014, puis précisé dans la circulaire interministérielle d'avril 2016. Donc ici, ça concerne vraiment que l'irrigation agricole et l'espace vert. Ça permet d'obtenir toutes les autorisations pour ces projets de reuse. Et ça définit un certain nombre de qualités d'eau. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres ici, mais en fait, le principe, c'est selon la culture que vous irriguez, selon le système d'irrigation que vous employez, vous n'allez pas avoir besoin de la même qualité d'eau en sortie de la station d'épuration pour arroser les espaces verts ou la parcelle agricole. Toujours sur l'irrigation agricole, donc cette fois-ci, ça va être que sur l'irrigation agricole, c'est le règlement européen. Règlement européen qui a été publié le 25 mai 2020 et qui sera mis en application dans 3 mois à tous les États membres. Donc en fait, l'arrêté de 2010 dont je vous parlais tout à l'heure va être mis à jour. Donc si ça se trouve, ma présentation devra être mise à jour là, dans les prochaines semaines. Mais en fait, donc, cette réglementation européenne ne concerne que l'irrigation agricole et propose des nouvelles qualités d'eau et une philosophie différente. On y reviendra juste après dans la présentation. Et enfin, on a un dernier décret qui est le décret de mars 2022 sur tous les nouveaux usages de la réutilisation des eaux.
Donc là, ça va être tout ce qui va être usage urbain, le lavage de voirie, le lavage de bennes à ordures, la défense incendie, la recharge de nappes, par exemple. Donc là, on parle des stations d'épuration urbaines et industrielles. Et donc là, ça a une ouverture sur de nouveaux usages. Donc il a été précisé par l'arrêté du 28 juillet 2022 qui donne toute la procédure pour faire cette demande d'autorisation pour ces arrêtés, qui est un arrêté spécifique bien différent du premier sur l'irrigation. Et alors maintenant, on peut se demander, OK, sur les réglementations, on a ça, mais qu'est-ce que ça donne en termes de configuration sur un projet reuse? Ça donne quoi sur une chaîne de reuse? Alors déjà, on a une équation chez Ecofilay, peut-être que vous la connaissez, où on a 5 facteurs clés pour réaliser un projet reuse. On a d'abord besoin que ce soit un projet qui soit sécurisé d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental. Il faut que ce soit un projet qui soit viable économiquement, financièrement. Il faut que ce soit un projet qui soit techniquement faisable, réglementairement acceptable, autorisé. Il faut que ce soit un projet qui soit acceptable par le public et par tous les acteurs, que tous les acteurs soient prêts à se lancer dans le projet. Et enfin, on a un dernier, celui dont on va parler maintenant, c'est la gouvernance, c'est l'organisation, la chaîne d'organisation sur un projet reuse. Alors, que disent les réglementations? On a d'abord la réglementation française qui laisse en fait assez libre. On sait qui a les eaux usées, on sait qui va utiliser les eaux usées, mais la responsabilité de chacun, le rôle de chacun est volontairement laissé libre dans cette réglementation. Et d'ailleurs, on voit ce schéma de la circulaire 2016 où on va avoir différentes configurations possibles sur un projet reuse avec différents producteurs d'eau, différents exploitants ici. En fait, c'est des usagers de l'eau. Donc il y a plein de possibilités possibles. On va vous montrer, je vous montrerai après, des retours d'expérience en France sur des projets qui sont mis en place. Si vous permettez, M. Sepulveda, je voudrais donner une information pratique à nos auditeurs, à nos spectateurs qui vous regardent. L'ensemble des présentations seront disponibles en replay, donc vous les verrez plein écran. Si tout n'est pas détaillé ou lisible depuis le fond de la salle, vous retrouverez ces documents pour pouvoir les consulter plus tranquillement ultérieurement. Merci. Merci pour la précision. Bon, après, ce schéma-là, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités. Pas forcément besoin de rentrer dans le détail. C'est vraiment schématique. Sur la réglementation européenne, on va avoir cette fois-ci un point qui va s'appeler point de conformité. C'est le point où l'exploitation d'une installation de récupération fournit de l'eau de récupération à l'acteur suivant de la chaîne. Donc, installation de récupération, entendez traitement tertiaire, désinfection. Et l'eau de récupération, c'est l'eau de reuse. C'est de l'eau réutilisée, l'eau usée traitée. Et enfin, donc, sur ce point de conformité, l'article 4 de la réglementation européenne impose que l'exploitant de la station de traitement tertiaire, de l'installation de récupération, soit garant de la qualité de l'eau à ce point de conformité. C'est-à-dire que c'est lui qui sera responsable de la qualité de l'eau au moment où il fournit l'eau. Pour revenir sur la réglementation française impose 2 points de mesure qui sont un après le traitement tertiaire, qui est en fait une analyse périodique tous les 2 ans sur tous les paramètres physico-chimiques et bactériologiques, et un deuxième point de mesure qui se fait après le stockage, qui est sur les paramètres, sur 3 paramètres, sur la matière en suspension, DCO, et sur les Escherichia coli, et qui se fait périodiquement à la période d'irrigation. Donc là, je vais vous montrer 4 scénarios de 4 projets qui existent en France, parfois certains qui ont plus de 30 ans, comme Noirmoutier et bientôt Clermont-Ferrand. Donc on a 4 figures qui sont sur différentes parties du territoire. Et pour chacun, on a la chaîne de reuse qui est formée d'une station d'épuration, un traitement tertiaire, un stockage, une distribution et un usager final. Et là, on a mis des petites boîtes en pointillé qui indiquent qui est responsable de quoi sur dans chacune des configurations. Et on va se rendre compte qu'en comparant les 4, on a 4 configurations totalement différentes. À Sainte-Maxime, pour l'arrosage du Golfe, où c'est la collectivité qui prend tout en charge jusqu'à la distribution au Golfe. Sur Noirmoutier, on va avoir la collectivité qui va gérer jusqu'au stockage, puis l'association d'agriculteurs qui prend la suite jusqu'aux usagers finaux. À Saint-Raphaël, Nouveau Golfe, où cette fois-ci, c'est la collectivité qui gère jusqu'à la sortie de la station d'épuration et la bâche de sortie, puis le Golfe qui gère tout le reste, et enfin à Clermont-Ferrand, où cette fois-ci c'est l'association d'agriculteurs qui prend tout en charge à partir de la sortie de la station d'épuration. Donc la collectivité finalement gère sa station d'épuration comme elle gérerait comme partout en France. En fait. Un dernier projet, la station de Comte à Mont-de-Marsan.
Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet. Madame Ponce vous en parlera plus en détail tout à l'heure, l'institution Adour. Et cette fois-ci, on va se rendre compte qu'on peut avoir un peu plus de complexité quand on a plus d'acteurs. Ici, on a d'abord la régie de Mont-de-Marsan qui va gérer la station d'épuration, le traitement tertiaire et les réseaux d'adduction. On va avoir l'institution Adour qui va gérer les bassins de stockage. Il y en a 5 réseaux d'adduction, 5 bassins de stockage. On va avoir le syndicat intercommunal de la gestion des eaux du bassin versant Ludon-Gaube qui va gérer le pompage et la distribution. Et enfin, les agriculteurs à la fin. Donc si on reprend la réglementation française va imposer qu'à la sortie du tertiaire, on ait un suivi périodique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et au point d'usage, donc à la sortie du stockage, on va avoir un suivi de routine sur MES, DCO et E. coli. Et la réglementation européenne, cette fois-ci, va imposer que à la sortie de l'adduction, juste avant les bassins, donc a priori à l'entrée de chacun des bassins, sur les 5 bassins, on aurait 5 points de conformité sur lesquels on aurait un suivi qui serait obligatoire et qui serait la responsabilité de la régie, ici dans ce cas de figure. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en fait de cette présentation, déjà premier point, c'est que la reuse, c'est toujours possible, c'est un projet qui est collectif, c'est quelque chose qui va requérir des connaissances, du partage de connaissances entre professionnels, que tous les gens toutes les parties prenantes d'un projet soient convaincus du projet et qu'ils montent ensemble le projet. C'est résolument collectivement qu'on fera de la reuse. Et deuxième point, c'est la différence de philosophie qu'on va avoir entre la réglementation française et la réglementation européenne, où en France, on est plutôt libre sur la chaîne de la reuse. La réglementation européenne impose que le traiteur de l'eau en fait, fasse des analyses. Et enfin, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe après le point de conformité? Mais en fait, après le point de conformité, on va avoir des conventions, on va avoir des plans de gestion de risque qui vont pouvoir être mis en place. Il n'y a pas de point réglementairement obligatoire. Ça va être des discussions qui vont devoir avoir lieu au moment de la demande d'autorisation. C'est ce qu'on trouvait sur votre schéma, c'est volontairement laisser libre oui. à la discrétion des acteurs et des partenaires. Voilà, et mais là, pour le coup, c'est même pour la réglementation européenne, où après ce point de conformité, mais en fait, on est encore un peu dans un flou juridique. D'accord. Et c'est pas juste avec la réglementation qu'on va pouvoir connaître toute la chaîne, quoi. Merci beaucoup, monsieur Sepulveda. Il y aura certainement des questions, et justement, j'en profite pour rappeler à celles et ceux qui nous rejoignent ou qui sont déjà présents parmi nous que nous allons continuer cette séquence de présentation introductive, et je vous proposerai tout à l'heure une séquence d'échange et de questions-réponses avec nos experts qui vous permettra d'interroger directement tel ou tel de nos intervenants pour en savoir plus ou pour toute précision utile. Merci en tout cas pour cette première présentation, suivie sans transition par un retour d'expérience qui nous est proposé par Julie Ducrot, donc pour Toulouse Métropole, où vous êtes donc, Madame Ducrot, ingénieure process et traitement des eaux. Je vous laisse nous faire part de votre présentation avant d'entendre celle de Madame Ponce qui suivra, et puis les autres intervenants au fur et à mesure, notamment Madame Surzac et Monsieur Guérin qui sont encore avec nous, Madame Surzac qui est présente et Monsieur Guérin qui est présent en visio. Merci. Bonjour à tous. Donc, je viens vous présenter à Bordeaux le projet porté par Toulouse Métropole, donc sur la réutilisation des eaux usées traitées. Qu'on a nommé Valréu. Voilà, c'est son petit nom commercial, donc pour valorisation, réutilisation. Je vais vous rappeler le contexte pour arriver à un projet concret. Alors, chez nous, ça a commencé en 2016, ça fait quelques années, porté par Veolia, donc sur l'usine principale de Toulouse Métropole, donc la station d'épuration de Ginestous-Garonne, qui présente une capacité proche du 1 million d'équivalents habitants. Donc, à l'initiative de Veolia, avec un partenaire local, Polymem, qui est un producteur de membranes, un fournisseur de membranes, des installations, donc un pilote a été mis en place sur la station d'épuration pour valider l'efficacité des membranes Polymem sur l'eau usée. Ces essais ont donné satisfaction, et parallèlement l'agence de l'eau a lancé un appel à projet à l'époque, donc en 2017, qui a été remporté, donc porté par Veolia avec des partenaires dont Toulouse Métropole, le projet présenté dans le cadre de cet appel à projet intégrait la construction d'une installation de réutilisation des eaux usées traitées, donc, que vous voyez en photo, d'une capacité de 60 mètres cubeurs,
extensible à 90 mètres cubeurs, donc des membranes d'ultrafiltration et un système de désinfection derrière. Intégré également dans ce projet tout un volet opportunité et tout un volet recherche analytique notamment. Le contexte a fait que l'installation a été construite et on a changé de mode d'exploitation à Toulouse Métropole. On a remis en concurrence la régie et puis les acteurs privés. Et c'est Suez qui a remporté le marché donc de délégation de services publics. Donc ça a un petit peu freiné le projet qui était porté initialement par Veolia. Donc l'installation qui était en construction a été construite, mais le reste des études ont été abandonnées. Donc nous, Toulouse Métropole, on a voulu continuer ce projet. Donc on a relancé l'étude d'opportunité. On est resté sur une étude d'opportunité locale. Voilà, notre contexte territorial aujourd'hui, c'est une station d'épuration qui rejette en moyenne 120 000 mètres cubes jour dans la Garonne. Et la Garonne, elle a besoin d'eau, beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Donc on est resté sur un projet local. Tiens, l'eau usée traitée, ça pourrait servir à qui dans le secteur? On a l'unité. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on a fait une étude d'opportunité. Parallèlement, l'autorisation a été donnée pour utiliser l'eau usée traitée sur les usages réglementés, à savoir l'arrosage des espaces verts de la station d'épuration et du golfe situé à proximité. Et avec fort de nos opportunités, on a réfléchi à un projet qu'on a présenté dans le cadre de l'appel à projet lancé par l'agence de l'eau Adour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, sous un nouvel intitulé, l'entente pour l'eau d'Adour-Garonne. Donc l'appel à projet ECO, économie circulaire de l'eau, donc qui est sorti en 2021. Et auquel on a répondu donc fin mars 2022. Et donc on a été attributaire de ce projet, de l'appel à projet, et donc aidé largement, soutenu financièrement par l'agence de l'eau pour le développement des usages. Donc le projet Valréu, c'est un projet, donc, comme je vous l'ai expliqué, local. On est resté vraiment sur le secteur de la station d'épuration et coopératif avec, comme on vous l'expliquait précédemment, on a voulu intégrer pas mal d'acteurs du territoire sur ce projet. Donc l'idée du projet, c'est non seulement de trouver un exutoire, des clients pour notre eau usée traitée, mais c'est quand même principalement réfléchir à la problématique de la ressource en eau, mobiliser des acteurs, intéresser différents acteurs, et notamment les usagers industriels et agriculteurs, et puis participer à l'évolution réglementaire, parce que aujourd'hui, les espaces verts et l'irrigation, c'est cadré, mais c'est quand même contraignant. C'est qu'avec des systèmes d'irrigation motorisés, on est sur de l'automatique. L'idée étant qu'il n'y ait pas de contact aujourd'hui avec l'eau usée traitée. Et donc, ce nouveau décret expérimentation qui est sorti, finalement, quelques semaines, 3 semaines avant la réponse à l'appel à projet. Donc, on ne savait pas encore où on allait réglementairement. Mais donc l'idée est vraiment bien d'avancer d'avoir de la donnée, d'avoir des échanges pour pouvoir avancer sur le sujet utilisation de cette eau usée traitée avec l'administration. Donc le projet Valréu que je vais vous présenter, il est constitué de 4 actions et 5 missions transverses. Et son montant présente un investissement de 830 000 €. Alors les actions qu'on a présentées, donc c'est une première action d'usage urbain, donc la mise en place d'une station-service des eaux usées traitées, donc devant la station d'épuration pour pouvoir remplir les camions hydrocureurs, notamment aujourd'hui la station d'épuration de Toulouse, 1 million d'équivalents habitants, on reçoit tous les hydrocureurs du département, voire plus. Donc en permanence, on a des camions qui viennent vidanger les eaux de lavage des réseaux, les eaux sales, mais qui sont remplis entre autres aussi d'eau potable pour rincer, pour nettoyer les postes de relevage, les stations d'épuration, les réseaux d'assainissement pluvial usés. Donc c'est quand même un petit peu dommage de mettre de l'eau potable dans un réseau d'eau usée. Donc l'idée est quand même de remplir ces camions d'hydrocurage avec notre eau usée traitée. Donc l'action 1, elle est vraiment sur l'opérationnel. L'idée, c'est vraiment de déposer le dossier réglementaire dans quelques mois et de faire les travaux l'année prochaine pour être opérationnel.
Et on a intégré à cette action le remplissage des camions des citernes, des espaces verts de la ville de Toulouse. Voilà, la ville de Toulouse, elle porte un projet, un fort projet sur le mandat actuel de planter 100 000 arbres. Donc ces arbres, faut les arroser au début, les 3 premières années, sinon on ne leur donne pas beaucoup de chances de survie. Donc l'idée, encore une fois, on resterait local. L'idée, ce ne serait pas d'utiliser l'eau usée traitée pour arroser tous les arbres de la ville, mais ceux qui sont plantés dans le secteur, pourquoi pas, plutôt que prendre de l'eau potable ou une autre eau non conventionnelle, utiliser l'eau usée traitée. L'action 2, elle est menée en collaboration avec le Stade toulousain. C'est étudier l'utilisation de l'eau usée traitée donc pour les terrains de sport, notamment ceux du Stade toulousain. Bon, alors quand on discute un petit peu avec les golfs, le Stade toulousain, on se rend compte quand même que c'est vraiment un métier à part, l'entretien de ces surfaces enherbées, et que l'herbe est très fragile et c'est quand même très particulier. Et l'eau usée traitée, elle contient un certain nombre de molécules, de caractéristiques, et puis notamment de l'azote, du phosphore, qui vont faire se développer différemment le gazon que si on les arrose à l'eau de Garonne ou à l'eau potable. Donc l'idée, c'est de faire des essais sur site, sur l'usine, avec plusieurs petits carrés de gazon du stade. On en arrose certains à l'eau usée traitée, d'autres à l'eau usée traitée amendée, d'autres, comme ils le font actuellement, en l'occurrence avec l'eau d'eau du canal latéral de la Garonne, d'autres avec l'eau potable, puisque l'idée est vraiment de tendre vers un projet reproductible. Donc le Stade toulousain compte partager avec la Ligue, et donc c'est pour ça qu'on le fait aussi à l'eau potable, pour pouvoir comparer à d'autres terrains de rugby qui seraient arrosés à l'eau potable. Là, on reste quand même sur des essais chez nous, puisque de toute façon, aujourd'hui, l'utilisation d'eau usée traitée sur un site ERP, donc, qui reçoit du public comme le Stade toulousain, est interdit. L'action 3, c'est de réfléchir à une expérimentation pour alimenter les sanitaires, les WC, en eau usée traitée. Donc là, c'est mettre en place des sanitaires sur site, alimenter un à l'eau potable, un à l'eau usée traitée, et de mener une étude. On travaille avec notamment on va travailler avec le cabinet Hygiacare, qui a des compétences en pharmacie. On va travailler sur les aérosols. Donc on va monter tout un protocole pour démontrer si oui ou non rincer les eaux usées traitées au fond d'un WC avec de l'eau usée traitée. Les eaux usées pas traitées avec de l'eau usée traitée, pardon. C'est dangereux, il y a des risques, ou est-ce qu'on peut être rassurant sur ce sujet-là? Et la dernière action, c'est donc en face de la station d'épuration de Ginestous-Garonne s'installe le centre de maintenance, d'entretien de la nouvelle ligne de métro de Toulouse. Donc, cette installation, elle comprend tout l'entretien des rames de métro, et notamment leur lavage, avec une grande machine de lavage de métro, comme on peut avoir une machine de lavage de voiture. Donc, qui utilise de l'eau, qui la recycle, mais il faut toujours un appoint. Aujourd'hui, il y a toute une réflexion sur quelles ressources ils peuvent utiliser pour ce lavage. Il y a l'eau pluviale, mais on sait qu'elle est quand même assez intermittente. Nous, l'eau, elle est disponible tout le temps. Donc là, c'est une étude de faisabilité technico-économique sur cet usage-là, mais aussi l'arrosage des espaces verts et l'entretien d'équipements. Le lavage des tunnels aussi. Les stations sont lavées aussi régulièrement. Donc est-ce qu'on pourrait laver les stations, là, pour le coup, qui reçoivent toute la population toulousaine avec l'eau usée traitée? Et donc, pour mener à bien ces actions, on a des missions transverses, donc des missions, un gros volet analytique, avec beaucoup d'analyses pour avoir de la donnée, parce qu'aujourd'hui, en fait, on manque de données. Réglementairement, on ne doit pas beaucoup de choses. On doit, ce qu'on disait, des CO, MES, des BO et 3 analyses bactériaux. Finalement, ça ne donne pas beaucoup de données pour pouvoir répondre aux usagers potentiels, à leurs questions, à leurs inquiétudes. Donc on a un gros volet analytique, et après un volet aussi étude de risque, acceptabilité sociale et de la communication. Donc ça, c'est une petite image de la station-service telle qu'elle est imaginée aujourd'hui. Donc ce serait 2 bornes automatiques, des systèmes par badge pour alimenter les camions en eau usée traitée. Qu'on vendra selon le contrat du délégataire. C'est une eau qui serait vendue 90 centimes le mètre cube. Et donc une petite présentation rapide de tous nos partenaires. Donc le Stade toulousain, TICO, donc, qui est le syndicat qui a en charge tout le réseau de transport de Toulouse. Astéo, qui est notre délégataire, une filiale de Suez. Donc Polymème,
le fournisseur de membranes, le laboratoire départemental de l'eau de la Haute-Garonne, et l'ENSAT, donc c'est l'école d'agro de Toulouse, qui va nous aider sur tous les essais sur le gazon du Stade toulousain. Et l'INSA et le LGC, laboratoire génie chimique de l'eau, nous accompagnent aussi. Donc voilà, ils sont présents notamment sur le sujet sanitaire. Voilà, avec un certain nombre de prestataires. Merci beaucoup, Madame Ducrot, pour cette présentation qui apparemment porte un certain nombre de suffrages spontanés. Merci. Je passe la parole maintenant en visio. Alors, il y aura sûrement des questions aussi sur votre présentation, puisque je suppose que vous avez déjà peut-être quelques retours d'expérience un peu plus précis que vous n'aurez pu donner dans ce temps un petit peu contraint, j'en conviens. Mais il nous faut maintenant partager le temps de présentation avec les intervenants suivants. Et pour commencer, Marie-Laure Ponce, qui est technicienne ressources en eau à l'institution Adour, qui est en visio avec nous et qui va nous faire part de l'étude menée en termes de reuse par cette institution Adour. Madame Ponce, nous vous entendons. J'espère que vous nous entendez, mais nous ne vous entendons pas encore. Et voilà, c'est parfait. Voilà. Et nous vous voyons à l'écran maintenant. C'est parfait. Je vous laisse prendre la main et nous faire part de votre présentation. Oui, tout à fait. Juste, est-ce qu'on peut avoir le diaporama? Ah ben voilà, c'est parfait. Ok, donc bonjour à tous. Marie-Laure Ponce, moi je suis technicienne ressources en eau à l'institution Adour et je suis en charge de l'opération de réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration de Comte à Mont-de-Marsan dans les Landes pour l'irrigation sur le bassin versant du Ludon. Donc tout d'abord quelques mots sur l'institution Adour. La diapositive suivante, voilà. Donc l'institution Adour, c'est un établissement qui a été créé en 1978 par les 4 départements du bassin de l'Adour, les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, pour l'aménagement hydraulique concerté et cohérent du bassin de l'Adour. Donc nous sommes un établissement public territorial de bassin, un syndicat à la carte, dont les missions actuelles, comme vous pouvez le voir sur l'écran, sont la gestion et la préservation de la biodiversité, l'animation territoriale et l'observatoire de l'eau du bassin de l'Adour, la gestion intégrée de la ressource en eau via l'animation de SAGE, notamment, la gestion des risques fluviaux et enfin la gestion quantitative de la ressource en eau. Sur cette thématique, nous sommes un acteur historique puisque nous sommes propriétaires de 24 réservoirs de soutien d'étiage et gestionnaires de 29 retenues pour la gestion quantitative, la réalimentation et le soutien d'étiage de l'Adour et de ses affluents. On mène également un suivi de la qualité des eaux en lien avec ces ouvrages, un suivi des cours d'eau avec des réseaux de mesure, entre autres. Et sur cette compétence, on porte aussi l'animation de projets de territoire. Donc, je vais vous dire quelques mots maintenant sur le projet de territoire du Midour. Donc, le projet de territoire pour la gestion de l'eau du Midour, PTGE Midour. Donc, il porte sur le bassin versant du Midour, qui est à cheval entre les départements du Gers et des Landes, sur 81 communes et environ 78 000 hectares. Son origine, c'est un déficit structurel historique sur ce bassin versant et la réalimentation par 5 réservoirs qui appartiennent à l'institution Adour. Donc, l'institution a initié en mars 2016 une démarche de projet territoire, une démarche de concertation et de co-construction sur la base de l'instruction sur les projets de territoire qui date de juin 2015. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran sur le schéma, c'est une démarche qui a duré 4 ans et qui a été portée par une trentaine d'acteurs du territoire du Midour, donc jusqu'à l'élaboration d'un programme d'action concerté et partagé. Donc, il y a eu de nombreux échanges sous différents formats, des ateliers de concertation, des entretiens avec les acteurs, des réunions publiques, pour aboutir au printemps 2020 à un programme d'action. Ce projet territoire, il a été suivi par un comité de suivi spécifique composé d'acteurs du bassin versant du Midour. Et chaque étape, chaque production a été validée par la commission locale de l'eau du SAGE Mi-12. Et en parallèle, la démarche, elle était suivie par 2 garants de la concertation tout au long de la procédure. Si l'on peut passer à la diapositive suivante, voilà. Donc le programme d'action du PTGE Midour, il a été validé au printemps 2020 pour répondre à 5 enjeux du territoire. Tout d'abord, anticiper et s'adapter au changement climatique, atteindre la satisfaction des besoins en eau, que ce soit pour le milieu, la salubrité ou l'irrigation, améliorer la qualité des masses d'eau,
participer à l'amélioration de l'état des cours d'eau et des milieux naturels et approfondir les connaissances, informer, sensibiliser et valoriser. Donc le déséquilibre quantitatif qui a été projeté en 2050 et validé par l'ensemble des acteurs du territoire, il est de 10 millions de mètres cubes. Donc pour y répondre, 59 actions ont été travaillées et définies et organisées en 6 orientations stratégiques. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la connaissance du milieu et des usages, la gouvernance et le suivi, l'accompagnement, la sensibilisation et la valorisation, l'adaptation des usages au milieu, l'optimisation de la gestion des ressources et des milieux, et enfin la mobilisation de ressources complémentaires. Le coût global des actions du projet de territoire du Midour, il a été estimé à 40 millions d'euros hors taxes au printemps 2020 lors de sa validation, mais ce sont des coûts qui sont amenés à évoluer et qui sont réestimés lors de la mise en œuvre des actions, et c'était hors actions diffuses qui n'avaient pas été chiffrées. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en œuvre du programme d'action, elle est prévue sur 15 ans et elle est portée par l'ensemble des acteurs du territoire. Je vais maintenant faire un zoom sur les actions qui portent sur la partie quantitative. Voilà, donc les grandes familles d'actions équilibrées pour répondre pour la résorption du déséquilibre quantitatif. Donc tout d'abord, il y a les économies d'eau liées au matériel d'irrigation, l'optimisation des besoins agricoles, les stockages multi-usages à remplissage hivernal, et enfin, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, la réutilisation des eaux de consommation humaine, la reuse, avec 3 stations d'épuration qui étaient visées dans le programme d'action, Nogaro dans le Gers, Villeneuve-de-Marsan dans les Landes et la station de Contes à Mont-de-Marsan dans les Landes, dont je vais vous présenter le projet. Donc, le projet de réutilisation des eaux usées de la station d'épuration de Mont-de-Marsan à Contes, dans les Landes, donc pour l'irrigation sur le bassin versant du Ludon, qui est un affluent du Midou. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma de présentation de ce projet d'intérêt général, l'objectif, c'est de récupérer les eaux usées traitées en sortie de station d'épuration de Contes, les amener par une canalisation à 5 réservoirs de stockage toute l'année, pour l'irrigation sur le bassin versant du Ludon en période estivale, avec en parallèle la suppression des points de prélèvement actuels dans le Ludon qui sont autorisés. Donc, si l'on regarde plus précisément les caractéristiques techniques et opérationnelles de cette étude, donc c'est la diapositive suivante, merci. Donc, le volume moyen annuel traité et rejeté actuellement par la station d'épuration de Contes, il est de 1,5 million de mètres cubes. Ce volume, il va être acheminé via une canalisation d'environ 17 km en continu dans 5 réservoirs de stockage. Donc, c'est ce que vous avez figuré sur la carte. Il y a 2 tracés qui sont actuellement à l'étude pour prendre en compte les contraintes techniques et les contraintes de terrain. Donc, c'est notamment les traversées de cours d'eau, les contraintes environnementales et les obstacles fonciers également. Et à partir de ces 5 réservoirs de stockage, il va y avoir la mise en place de réseaux d'irrigation pour un total d'environ 15 km. Donc, il ne figure pas sur la carte, mais c'est pour desservir 960 hectares irrigués. Donc, à partir de chaque réservoir, en fait, il y aura un réseau, un îlot irrigué. Pour recontextualiser aussi cette opération, l'opération, elle couvre en fait 6 communes, 2 intercommunalités, et son coût, il a été réévalué début 2023 à 20 millions d'euros hors taxes. Si l'on peut passer à la diapositive suivante, voilà. C'est une opération que nous, on qualifie de multi-bénéfice, puisqu'il va y avoir un gain quantitatif pour le milieu aquatique, pour le cours d'eau du Ludon, avec la suppression de 1,5 million de mètres cubes actuellement autorisés dans le cours d'eau, ce qui permettra la préservation d'un débit suffisant dans ce cours d'eau pour les espèces sensibles, notamment l'écrevisse à pattes blanches. Un gain qualitatif pour le Midou par la suppression du rejet actuel de la station d'épuration de Contes et un gain économique pour les usagers agricoles bénéficiaires par la sécurisation du volume qui va être contractualisé sans restriction, sauf contraintes financières ou réglementaires. Donc, sur la diapositive suivante, vous avez le schéma organisationnel de cette démarche. C'est une démarche qui se veut locale et partenariale. Alors, le schéma, il est très complet, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que la première étape de cette opération, ça a été de mettre en place une gouvernance qui a été définie en amont
entre les différents acteurs et intervenants. Donc les régies de l'eau et de l'assainissement de Mont-de-Marsan Agglomération, qui sont le propriétaire et l'exploitant de la station d'épuration de Contes. L'institution Adour, en tant que PTB, structure coordinatrice et animatrice. Le syndicat intercommunal de gestion des eaux du Ludon-Gob pour le volet irrigation, dans l'attente de la création d'une structure dédiée aux irrigants, et la Chambre d'agriculture des Landes, en appui technique pour les irrigants. Donc, comme on peut le voir sur la frise, l'opération elle est pluriannuelle. Elle a démarré par des conventions de partenariat et une convention de groupement de commandes en 2021. Puis, il va y avoir différentes étapes, des étapes d'études, des étapes de maîtrise d'œuvre, des étapes d'instruction réglementaire également. Et si nous obtenons toutes les autorisations, la mise en œuvre avec des travaux qui démarreraient fin 2025 avec une mise en service progressive et une mise en service totale pour l'étiage 2027. Dans la seconde partie du schéma, ce qu'on peut voir, juste voilà, c'était pour vous présenter en fait les différentes maîtrises d'ouvrage des équipements, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc la régie des eaux de Mont-de-Marsan et de l'assainissement qui sera maître d'ouvrage donc de la station d'épuration et de la canalisation d'Amené, l'institution Adour au niveau des 5 réservoirs de stockage et de leur gestion, le syndicat intercommunal du Ludon-Gob au niveau des réseaux d'irrigation avec un appui technique par la Chambre d'agriculture des Landes. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc il y a différentes composantes pour compléter sur cette opération. Donc, comme je vous l'ai dit, un groupement de commandes de collectivités qui a lancé un marché d'études et de maîtrise d'œuvre en décembre 2022 avec un groupement de prestataires pour y répondre et qui vont porter ces études du fait de la complexité et de la complétude des missions et de la diversité aussi des missions à porter et des thématiques abordées dans la reuse. En parallèle, il y a un conventionnement qui est actuellement réalisé par la Chambre d'agriculture des Landes avec les agriculteurs, futurs bénéficiaires irrigants du bassin versant, pour constituer une ASL ou une ASA. L'institution travaille également sur le volet foncier, avec un travail avec la SAFER des Landes pour les acquisitions foncières. 2 points de vigilance dont je voulais vous parler également, c'était la qualité des eaux, avec des services, avec des échanges en continu avec les services de l'État, dans l'attente notamment de l'évolution de la réglementation française, qui a été abordée tout à l'heure, ou plus tard en juin 2023, par rapport à tout ce qui est notion d'exigence de classe A, les barrières qui pourraient être à mettre en œuvre, les points de conformité ou les points de contrôle, et une vigilance également sur les conditions de financement de ces opérations avec les règles du PDR actuel par rapport au futur, par rapport à l'utilisation agricole de l'eau, donc une conditionnalité avec des économies d'eau ou des changements de pratiques et de culture à mettre en œuvre avec les labels HVE ou bio. Un point également pour terminer sur cette opération dont je voulais vous parler, c'est l'importance de la communication de ce type d'études et de projets. Donc nous, c'est une prestation spécifique que l'on a intégrée au marché d'études et de maîtrise d'œuvre pour avoir un accompagnement tout au long du projet par un prestataire dédié et spécialisé. Mais cette communication, elle doit aussi être locale avec les différentes parties prenantes, avec les services de l'État, les collectivités et les irrigants. Et un point important, c'est aussi l'acceptabilité par la filière agricole, notamment par les coopératives qui vont pouvoir mettre en place des contrats, que ce soit pour les légumes ou pour des cultures spéciales, et qui pour nous est un préalable à l'acceptabilité sociétale de ces opérations. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Donc ça, c'était sur le bassin versant du Midour. En parallèle, l'institution porte aussi l'élaboration d'un projet de territoire sur le bassin versant voisin, le bassin versant de l'Adour-Amont. Un projet de territoire qui est en cours d'élaboration et sur lequel le volet REYOUT a également été abordé par rapport à l'élaboration du programme d'action. Sur l'idée, la REYOUT est assez bien acceptée par les acteurs du territoire, mais ils ont souhaité aller plus loin, définir où, pour qui, quel volume, à quel coût. Donc, en réponse à un appel à projet économie d'eau, l'institution s'est organisée en partenariat avec les chambres d'agriculture des Hautes-Pyrénées et du Gers et 2 prestataires, c'est d'environnement et Ecofilae, pour lancer une étude d'opportunité à l'échelle du PTGE Adour-Amont, l'étude Adour Reuse sur le territoire que vous avez sur la diapositive à votre gauche. Donc l'objectif, c'est de travailler sur les 40 stations d'épuration qui sont présentes sur ce territoire pour pouvoir identifier 2 sites
sur lesquels potentiellement mettre en œuvre de la reuse. Donc, si on peut terminer voilà, sur la diapositive suivante. Donc, c'est une étude qui va être lancée en avril 2023, qui porte sur 18 mois. Donc, vous pouvez le voir sur les différentes étapes. Je vous ai mis le déroulé de cette étude. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la première étape, ça va être une caractérisation des pressions à l'échelle du bassin versant. Puis, l'étape numéro 2, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'économie circulaire de l'eau. Donc, en fait, c'est une étude multicritère qui va être portée sur les 40 stations d'épuration, en étudiant en fait le couple gisement, donc en termes de quantité, de qualité des eaux, de traitement à mettre en place sur les stations d'épuration. Et en face, regarder le besoin qui pourrait être desservi par l'eau de cette station d'épuration. Donc, à l'issue de cette étude multicritère, 2 sites vont ressortir, vont être priorisés, sur lesquels vont porter après la définition de différents scénarios en étape GT4. Donc, des scénarios qui vont être alimentés par des données émanant des usagers, des services de l'État et des partenaires pour pouvoir faire en fait une préfaisabilité technique, une préfaisabilité également économique sur ces différents scénarios et étudier l'acceptabilité sociale de cette reuse. À l'issue de cette étape GT4, en fait, un scénario va être choisi pour chacun des sites. Et post-étude d'opportunité, donc sur ces 2 scénarios, sur le scénario de chaque site, un avant-projet sera lancé pour chacun des sites. Ce qu'il faut garder en tête, et là je fais le pendant avec le Midour, c'est la participation partenariale avec aussi une communauté d'acteurs impliqués dans ce projet et la communication qui va être mise en place et portée tout au long de l'étude, que ce soit auprès des usagers ou auprès des acteurs du projet de territoire pour les tenir informés de l'avancée et des résultats de cette étude. Merci Voilà, Madame je vous Pons. remercie. Merci pour cette présentation très détaillée. Juste une question à ce stade. Alors je rappelle déjà qu'on pourra retrouver les détails de toutes vos diapositives sur le replay. Ce sera disponible par l'ensemble des participants sur la plateforme, sur le site Cyclo. Une petite question d'ordre technique et financier concernant le projet Midour que vous nous avez présenté. Quand vous évoquez le réseau d'irrigation, les réseaux d'irrigation qui seront mis en œuvre, est-ce qu'ils font partie de ce financement ou ce sont des réseaux préexistants? Alors, on va s'appuyer sur les réseaux Ah, existants. il existe Le déjà but, une en fait, structure. c'est... Oui. La structure d'irrigation n'existe pas en tant que telle. Actuellement, il y a un D'accord. syndicat intercommunal du Ludongov qui a différentes compétences. Et l'objectif, c'est de créer une future ASL ou ASA. Donc ça, c'est le travail qui est fait par la Chambre d'agriculture des Landes avec un conventionnement des parcelles et des irrigants de ces parcelles. L'objectif, c'est de desservir les parcelles avec de l'eau sous pression à la borne d'irrigation au niveau de la parcelle. Donc, s'il y a des réseaux existants, on les reprendra, mais on va aussi créer un nouveau D'accord. réseau Voilà, il y aura une d'irrigation extension. à partir des... Voilà. Alors, c'est plutôt, on va créer un nouveau réseau qu'on rattachera au réseau Ah oui, d'accord. existant quand c'est Entendu. possible, en fait. Merci pour cette précision qui vient compléter votre illustration. Je continue avec la prochaine présentation et j'invite pour ce faire Madame Ariette Sourzac-Pollet, qui est chargée d'études innovation, réutilisation, micropolluants à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, pour nous parler de quelques principes et des recommandations des agences de l'eau et de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne en particulier. Vous pourrez également peut-être au passage nous faire part de la nature des accompagnements possibles de l'agence sur ce type de projet. Je pense que ça peut intéresser du monde aussi. Très bien, merci. Je vais sortir un petit peu du terrain. Je suis désolée, c'était super intéressant, c'est très concret. Moi, je vais revenir un peu sur des généralités. Déjà, peut-être dézoomer un petit peu parce qu'on a parlé d'eau usée traitée, mais ça fait partie un peu d'un pool d'eau qu'on appelle les eaux non conventionnelles. Donc, il y a les eaux usées traitées des stations d'épuration domestiques, mais il y a aussi les stations d'épuration industrielles qui pourraient être intéressantes à regarder quand on veut faire de la réutilisation. Les eaux de pluie de toiture, évidemment, les eaux pluviales, les eaux d'exorde de mine ou de carrière, les eaux de drainage agricole et les eaux grises, douche, lavabo d'un bâtiment. Voilà, je dézoome parce qu'il y a plusieurs types d'eau qu'on peut regarder dans une étude. On n'est pas obligé forcément de toujours rester sur la station d'épuration. Je vous ai fait un petit schéma, alors beaucoup de flèches, mais c'était un petit peu pour illustrer comment ça se passe, grosso modo, la réutilisation des eaux usées, traitées en l'occurrence. Pour illustrer en général sur les usages les plus classiques, donc urbains, les espaces vers les golfs, l'industrie,
l'irrigation, l'environnement. On a aujourd'hui des eaux conventionnelles, donc soit ça va être de l'eau potable qui vient des milieux et qui est potabilisée dans une station de potabilisation, ou soit ça va être de l'eau qui vient des milieux, des nappes ou des rivières, en fonction des types d'usages. Ces eaux-là, pour ce qui touche à l'utilisation, en tout cas en milieu urbain, retournent à la station d'épuration, station de traitement, qui elle-même rejette dans le milieu. Donc ça, c'est le schéma de gauche. Et le schéma de droite, on voit un petit peu, quand on va refaire de la réutilisation, on va rentrer dans une notion d'économie circulaire. On va moins rejeter l'eau de la station dans la rivière, et voire complètement l'enlever, hein, comme ce qui vient d'être présenté, et rediriger le flux vers des usages pour soit substituer des usages en eau potable, soit substituer des usages en eau de rivière ou en eau de nappe, voilà, en fonction des différents usages. Les objectifs recherchés par la réutilisation des eaux usées traitées, ils peuvent être divers. On en a recensé 3. Le premier objectif, c'est l'objectif quantitatif, donc lutter contre les déficits hydriques au niveau local, limiter des pressions de prélèvement, ce qui était le cas sur le Ludon là, pour le projet de Mont-de-Marsan, maintenir certains usages en période d'étiage, également économiser des ressources en eau à haute valeur ajoutée, comme c'est le cas sur le projet de Toulouse, des ressources en eau potable. Ça peut être aussi des ressources en eau souterraine, et quand c'est de l'eau potable qui vient de nappes captives, c'est encore plus pertinent. Ce qui est important, c'est de bien rester, enfin en tout cas, d'être dans la question de la substitution, c'est-à-dire de ne pas forcément aller consommer plus d'eau, mais de venir substituer un prélèvement, un usage existant, par une eau réutilisée, traitée. Le deuxième objectif, c'est aussi l'objectif qualitatif. Ça a été présenté aussi sur le projet de Mont-de-Marsan, puisque c'est un projet à double enjeu, quantitatif-qualitatif. C'est-à-dire que quand on enlève le rejet de la station d'épuration des milieux, on peut avoir, on a la plupart du temps une amélioration de la qualité, puisqu'on va retirer notamment azote, phosphore et potentiellement quelques pollutions bactériennes résiduelles. Du coup, ça va améliorer la qualité du cours d'eau. Qui plus est, azote et phosphore sont des nutriments qui aujourd'hui sont plutôt polluants pour les cours d'eau en rejet de station. Mais plutôt à haute valeur ajoutée pour l'agriculture. Et qui seraient à haute valeur ajoutée pour l'agriculture. Voilà, donc tout est dans le dosage de ces nutriments et de la possibilité de diminuer en partie les apports d'engrais en agriculture. Et le troisième objectif, c'est l'objectif environnemental. On peut aussi utiliser ces eaux usées traitées pour restaurer des fonctionnalités de milieux aquatiques, restaurer des zones humides, restaurer des zones de biodiversité. On a un projet notamment vers Rochefort où les eaux usées traitées de la station contribuent à réalimenter une zone de marée et contribuent à préserver la biodiversité. Je voulais, en termes de recommandations, rappeler un petit peu, j'ai l'habitude de dire, la réutilisation pour moi c'est un petit peu un plan B. Ça a été très bien expliqué par l'institution Adour, puisqu'on a vu qu'il y avait finalement plusieurs volets pour arriver à combler les déficits. Et pour moi, le plan A, du coup, c'est d'abord les plans d'économie d'eau, la gestion des fuites, maîtriser son système de traitement. La sobriété toujours. La sobriété, exactement. Intégrer des démarches territoriales et prospectives de gestion de la ressource, comme là on avait l'exemple du PTGE, du projet de territoire de gestion de l'eau. Il y a aussi des études prospectives sur la gestion de l'eau potable qui peuvent être mises en place par les collectivités. En agriculture, il faudra aussi s'inscrire dans des pratiques aujourd'hui agroécologiques. Donc je ne redétaille pas, je pense que ça a été un petit peu détaillé ce matin. En termes de déroulé de projet aussi, c'est important de suivre un certain ordre, c'est-à-dire de ne pas forcément se lancer dans les travaux un petit peu de tête baissée. Peut-être d'abord réfléchir sur une étude d'opportunité territoriale, regarder un petit peu quelles sont les sources d'eau usée traitées, quels sont les besoins actuels, les besoins futurs, essayer de croiser un petit peu tout ça dans différents scénarios. Une fois que les scénarios sont identifiés, réaliser des études un peu plus approfondies par les études de faisabilité préalables et après se lancer dans les travaux. Ça a aussi été très bien illustré par l'institution Adour. Les petits points de vigilance. Alors, je n'ai pas beaucoup détaillé, mais en fait, c'est très important. C'est-à-dire la prise en compte des différents enjeux. Les enjeux techniques, finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de solutions techniques disponibles et que les autres enjeux sont ceux qui sont les plus importants à adresser quand on veut se lancer dans un projet de réutilisation.
notamment les enjeux sanitaires et réglementaires. Donc ça, Ecofilae a bien montré qu'en termes de réglementation, on était en pleine évolution. Probablement qu'avec le plan de gestion l'eau qui va être annoncé par le gouvernement, on va avoir encore de nouvelles annonces. Donc on est dans l'attente de toutes ces évolutions réglementaires. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça reste quand même un frein. En tout cas, c'est un point très important à prendre en compte. Et nous, du coup, à l'Agence de l'eau, on incite tous les porteurs de projets à prendre dès le départ en fait, contact auprès des services de l'État, des DT, ARS, DREAL, en fonction des projets, de façon à avoir un état des contraintes ou des exigences, en tout cas, qui seront formulées, et surtout sur des usages, finalement, qui ne sont pas forcément toujours dans les clous. Ensuite, les enjeux économiques, donc ça c'est très important, la rentabilité du projet. On a vu, il y a des projets des fois où l'eau finalement a un prix, d'autres projets où les coûts sont répartis entre différents acteurs. On a en fait autant de modèles économiques que de projets. Et donc ça c'est important aussi que le projet trouve une pérennité économique si on veut que derrière ça tienne la route sur le long terme. Les enjeux sociétaux également, il ne faut pas négliger la vision que pourraient avoir les usagers. Par exemple, en agriculture, se pose la question de est-ce que je fais du bio avec des eaux usées traitées quand on est riverain d'un arrosage, est-ce que je vais être impacté par l'arrosage, l'aspersion avec des eaux usées traitées Est-ce qu'il y a aussi des enjeux émergents aujourd'hui, les micropolluants, les microplastiques, est-ce que ces enjeux sont bien pris en compte, etc. etc. Les enjeux environnementaux, ça je vais y revenir. Et enfin la gouvernance, ça a été très bien illustré par Ecofilae. Il faut vraiment définir, trouver la bonne gouvernance pour que le projet soit le plus durable possible. Et sur les enjeux environnementaux, je voulais juste faire un petit zoom sur l'impact sur le bon état des eaux. En fait, il y a un peu deux cas de figure sur la réutilisation des eaux usées traitées qui sortent des stations d'épuration. Il y a les projets qui rejettent en mer. Donc là, on a de l'eau qui va en mer. La plupart du temps, c'est vraiment un bénéfice certain que de réutiliser cette eau, puisqu'elle est perdue quelque part en mer. Par contre, les stations d'épuration qui rejettent dans des cours d'eau, c'est un petit peu moins évident, puisque quelque part, l'eau qui est rejetée peut aussi avoir un usage. Il peut aussi contribuer au débit d'étiage du cours d'eau. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une analyse fine pour chaque projet de réutilisation, pour savoir si le fait d'enlever le rejet de la station d'épuration va quelque part pas impacter le débit d'étiage de la station d'épuration. Donc ça, c'est des analyses fines à faire par rapport au débit d'objectif d'étiage, par rapport à ce qu'on connaît en fait, et aussi des prospectives par rapport à ces débits, à intégrer dans les analyses d'impact. Pour finir, donc au niveau de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, on a accompagné en 2021-2022 l'appel à projet ECO. Donc c'était un partenariat avec les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'entente pour l'eau. Pour l'ensemble régions et agences, on a une 50aine de dossiers retenus. Sur le bassin Adour-Garonne, c'est 24 dossiers pour 7,4 millions d'euros de travaux et 6 millions d'euros d'aide apportés par l'agence et les régions. Donc ça montre, ça a quand même connu un franc succès. On est quand même encore au stade de l'expérimentation ou de l'étude. On n'a quand même pas encore énormément de projets de travaux. C'est un petit peu normal vu le contexte réglementaire, etc. Mais en tout cas, ça dénote d'une vraie volonté de différentes collectivités industrielles de se lancer dans ce type de projet. Et donc, pour continuer d'accompagner ces projets, on a aujourd'hui des délibérations qui nous permettent d'accompagner ces projets finalement au fil de l'eau en fonction de leur maturité, de leur arrivée. Donc je vous ai mis les aides qui pouvaient être apportées par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour Adour-Garonne, du coup, on sera sur le financement d'études et de travaux à 50%, avec une bonification à 20% pour les projets qui s'intègrent dans des PTGE, ou dans des études prospectives pour l'eau potable, ou pour réduire des pressions fortes ou significatives sur des stations prioritaires. Et pour Loire-Bretagne... Quand on dit juste, pour être précis, bonification jusqu'à 20%, ce sont 20 points supplémentaires, c'est-à-dire qu'on passe de 50 à 70 ? Exactement. Bon d'accord, ok, c'est pas 20% de plus que les 50, quoi. Voilà.
Ça fait 70, quoi. Oui, enfin 20% supplémentaires, 20 points C'est ça, supplémentaires, on est d'accord. exactement. Et pour Loire-Bretagne, on est également sur du financement à 50% pour les études, les travaux à 50% et 10% de plus pour les collectivités en ZRR. Et pour les territoires en déficit quantitatif, il faut bien justifier de la non-dégradation du milieu via une étude d'impact. Merci beaucoup, Madame Sourzac. Merci pour cette présentation, même si effectivement c'est un petit peu, on a pris un peu de hauteur par rapport au terrain, mais ça permet de resituer aussi un certain nombre de problématiques liées au contexte. On sent à travers vos différentes présentations qu'il y a plus qu'un frémissement pour la REUT, il y a plus qu'un intérêt aujourd'hui. On sent que l'idée fait son chemin. Je me permets juste un petit éclairage sur une partie de votre présentation concernant l'intérêt pour les agriculteurs qui tendent l'oreille sur la captation de fertilisants à travers cette voie-là. Dans certains cas, j'imagine, techniquement, ce n'est pas forcément partout pareil aussi, j'imagine, mais vous avez parlé notamment de l'azote et du phosphore. Je voudrais juste amener cet éclairage pour les plus profanes d'entre nous. Une tonne d'engrais azoté, pour le fabriquer, c'est 3 tonnes de gaz. Donc je vous laisse imaginer, et puis de gaz de provenance diverses et variées, mais enfin c'est toujours 3 tonnes de gaz. Et dans la pression sociétale pour une agriculture plus agroécologique, plus vertueuse, sans compter le prix des fertilisants, il n'y a pas 50 alternatives. Entre autres, il y a les effluents d'élevage, mais les eaux usées intéressent beaucoup, je pense, ce milieu-là. Et c'est plus que tendre l'oreille dans le contexte que nous connaissons, hein. Je pense qu'on pouvait le signaler. Merci beaucoup. Et justement, ce fera une petite transition avec le monde de l'agronomie et M. Patrice Garin, qui est ingénieur de recherche, agronome lui-même et géographe. Vous travaillez dans le cadre de l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. Bonjour monsieur, rebonjour monsieur Garin. Et vous allez justement nous parler, nous y reviendrons j'imagine un petit peu plus tard, en lien avec ces notions d'acceptabilité ou de pertinence de tel ou tel mode de réutilisation d'eau usée traitée. Vous allez nous parler des attitudes et des opinions des habitants et consommateurs, qu'ils soient sachants ou consommateurs lambda, par rapport à cette technologie ou à cet usage. Tout à fait. Donc, j'attends la présentation. Voilà. Donc, petit rappel historique d'abord, c'est que la réutilisation des eaux usées a été aussi vieille que je dirais, la naissance des villes, hein. Je vous mets là vous avez une photo archéologique, hein, sur des choses qui datent d'il y a 2000 ans, hein, pour récupérer les eaux usées et les utiliser à des fins agricoles. Puis vous avez aussi la photo du projet de loi sur la réutilisation des eaux usées de la ville de Paris, qui a fait l'objet de beaucoup de controverses à la fin du 19e, avec mobilisation même de pasteurs pour essayer de démontrer que ça n'avait pas d'incidence sanitaire. Et puis vous avez aussi une photo en bas de ce qui se faisait à la fin du 19e avec les fameux champs d'épandage des eaux usées. Technique qui a un peu disparu puisqu'on y mettait vraiment quasiment les eaux brutes en périphérie des villes et ça nourrissait les villes. Donc ça a été un gros sujet à la fin du 19e, avant la mise en place de la filière que vous connaissez tous maintenant, hein, des stations d'épuration avec d'un côté séparation des boues qui, elles, ont un trajet particulier, et puis les eaux usées qui étaient normalement restituées dans les milieux et utilisées potentiellement après dans le cours d'eau, mais sans réutilisation directe. Et puis c'est un sujet, la réutilisation directe, je tiens à préciser cette notion, hein, qui est vraiment quelque chose que l'on prend à la sortie de station pour pouvoir l'utiliser, contrairement à la réutilisation indirecte qui est très fréquente en France, comme ça a été montré sur les différents cas avant, c'est-à-dire qu'on pompe dans la rivière dans laquelle en amont il y a déjà des restitutions. Donc il y a déjà de la réutilisation en France, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de réutilisation, il y a de la réutilisation indirecte. Donc là, la réutilisation directe, elle est revenue sur le devant de la scène, notamment dans les années 60 et 70 aux États-Unis et dans les pays arides, pour pouvoir justement réutiliser en proximité cette eau qui était rejetée dans les milieux et qui parfois s'évaporait et n'était pas réutilisée. Et donc du coup, là, il y a eu des enjeux immédiats aussi d'acceptabilité. Diapo suivante.
Et toujours dans le rappel historique, les réticentes, elles sont aussi vieilles que les projets de réutilisation des eaux usées. Donc là, je vous rappelle, je vous voyais quelques extraits pour ceux qui sont dans la salle sur la réaction à la loi de 1885 sur l'assainissement de Paris. Et on voit déjà qu'un certain nombre de gens qui étaient censés réutiliser ou les eaux d'égout étaient pour le moins réticentes à l'utilisation. Et c'est exactement pareil aux États-Unis dans les années 60 et 70. On a des tas de travaux qui montrent que eh bien, un tiers à un quart d'opinions défavorables jusqu'à des oppositions très fortes au projet dès 1974 qui sont cités par un certain nombre d'auteurs que vous voyez là. Et les motifs, ils sont connus aussi et qui sont toujours les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Les enjeux de dégoût, les peurs des risques sanitaires, la défiance vis-à-vis des procédés de traitement et des acteurs qui les gèrent. C'est des choses que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et aussi des refus des arguments environnementaux qui ont été évoqués tout à l'heure, avec des enjeux, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment de l'économie d'eau alors que l'eau est déjà réutilisée en aval en tout cas en période d'étiage. Donc ça, c'est les arguments qu'on retrouve dans les études déjà aux États-Unis et ailleurs dans les années 70. Donc, diapo suivante. Voilà, donc il suffirait, donc face à ça, ce qui a été recommandé, c'est de former et d'informer. Donc, vous voyez déjà dans la loi de 1865 en France et aux USA, ce qu'en ont dit Simon et Bauman, voilà, c'est je dirais, l'incompétence de la plupart des gens vis-à-vis du cycle de l'eau qui fait qu'ils sont réticents à ces usages et qu'il suffirait donc de les former. Donc, c'est à partir de ce constat que nous, on a commencé à travailler sur quelques cas en France. Diapo suivante. Donc, on a travaillé sur l'opinion de public concerné par un projet. Donc, là, je ne parlerai que du public et consommateurs. On a travaillé aussi avec les agriculteurs, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On avait donc le grand public qu'on a interrogé au sortir de marchés ou de magasins et avec leur opinion vis-à-vis d'un projet qui était prévu sur leur territoire de réutilisation des eaux usées, hein, le Pic Saint-Loup, pour ne pas le nommer, à côté de Montpellier, au nord de Montpellier. Et on leur a demandé un certain nombre de choses dont je vous détaillerai les résultats après. Et on a séparé la population en deux. Celle à qui on n'a rien dit du tout, on est rentré directement billet en tête sur un projet de réutilisation des eaux usées en sortie de station, etc., juste pour dire ce que c'était, mais sans information complémentaire. Et une partie de la population qu'on a interrogée après leur avoir donné un certain nombre de flyers et expliqué les flyers que vous avez à droite, là, qui indiquaient ce que c'était qu'une station d'épuration, ce que c'était que la réutilisation des eaux usées, pour voir un petit peu si ça faisait une différence. Et puis, comme on savait très bien que le flyer, c'est vraiment une opération de communication très limitée en termes d'impact, on s'est dit, bien tiens, on va faire la même chose avec des sachants, c'est-à-dire des étudiants qui sont dans le Master O, donc et les gens du COPIL de notre projet et du projet de développement de la réutilisation des eaux usées sur la zone du Pic Saint-Loup, donc des gens parfaitement informés de ce que c'était que la réutilisation des eaux usées. Et on ne peut pas espérer que le grand public soit mieux formé que tous ces gens de Master O et du COPIL vis-à-vis de ce que c'est que la réutilisation des eaux usées. Et on a demandé la même chose vis-à-vis de leur opinion par rapport à un développement de projet de réutilisation des eaux usées. Et puis on est allé un peu plus loin. On est allé jusqu'à leur intention, non seulement leur intention d'achat de fruits et légumes irrigués, et puis chiche, vous avez dit que vous étiez d'accord. On leur a fait goûter un certain nombre de produits et donc, du coup, voir un petit peu quelles étaient leurs réactions face à l'incitation à goûter. Diapo suivante. Donc, les consommateurs lambda, hein, c'est le grand public. Voilà un petit peu, en gros, les résultats. Donc, vous avez à gauche, vous avez tous les usages possibles et avec et sans information. En gros, pour retenir, donc en vert et vert clair, c'est les opinions favorables. Rouge foncé et orange, c'est les opinions soit très défavorables, soit moyennement favorables. Et vous voyez que on retrouve des choses qui sont apparentes déjà dans l'enquête nationale que fait tous les ans. Je crois que c'est le CIO qui fait ça sur 80% en gros des Français qui sont d'accord avec l'idée de manger
des produits issus de Reyout, eh bien là, en fait, quand le projet concerne directement la population, on a à peu près 70% des gens qui sont d'accord pour des usages agricoles, vous avez là, et les espaces verts, ça monte à 85-90%. Voilà. Et quand on les informe avec juste un flyer, on a déjà 5 à 10% d'opinions favorables en plus, et notamment ça fait que c'est surtout les indécis, hein, les gens qui étaient moyennement défavorables, qui sont beaucoup moins nombreux quand on leur donne juste un flyer, etc. Donc effectivement, la communication et l'information a une incidence, parce qu'en France, effectivement, beaucoup de gens ne savent pas le fonctionnement du petit cycle de l'eau, et une fois qu'on leur explique, donc là, ils comprennent ce qu'on veut l'intérêt de la réutilisation des eaux usées, et ils se montrent favorables. Mais vous voyez que ça ne change absolument rien sur les gens qui sont les plus réfractaires. Voilà. Et finalement, quand on arrive avec cette information minimale, là, même quand les gens sont concernés directement, parce que là, c'était vraiment l'idée, c'était d'installer un projet de RIUT dans leur territoire. Hein, c'est pas de façon générale, c'est vraiment pour voir un petit peu l'enjeu du concernement. Et ben, finalement, on retrouve un niveau proche de l'acceptation qu'il y a tous les ans dans l'enquête nationale avec 2000 personnes. À peu près, voilà, 80% des gens qui sont favorables pour l'agriculture et 90% des gens favorables pour des usages urbains, à la louche. Diapo suivante. Et voilà, attitude que se traduit par les intentions d'achat. Parce que si on leur a posé la question, si vous apprenez qu'un des vins que vous aimez dans la zone du Pic Saint-Loup est irrigué avec de l'eau usée, continuerez-vous à l'acheter? Eh ben, quand on les informe pas, ils sont 26% à dire qu'ils iraient sur un autre domaine que celui qu'ils aiment. 8% hésitent. Ça, c'est sans information. Dès qu'on les informe, eh ben, on se retrouve avec effectivement 20% des gens qui disent non, ben moi, je change de crèmerie, entre guillemets, et 5% qui hésitent aussi. Et on a la même question a été faite avec les fruits et légumes, la même question avec le fromage de chèvre qui est aussi produit sur place. Donc, en fait, il y a quand même 20% des gens, après un minimum d'informations, dont je reconnais qu'elle est très faible, hein, après le flyer, qui diraient que quand ils ont le choix, ils vont voir ailleurs. Diapo suivante. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe chez les chassants? Eh ben, finalement, les sachants, hein, donc les fameux 120 étudiants du Master O, plus les 30 personnes du comité de pilotage, eh bien, ils ont les mêmes opinions que le public lambda non informé, c'est-à-dire que ils sont franchement plus réticents encore à acheter. Autant ils étaient très favorables au déploiement de la REUT parce que effectivement ça correspond bien aux valeurs qu'ils essayent de défendre en termes de protection de l'environnement. En tant que consommateurs eux-mêmes, là, finalement, ils ne sont plus que 62% pour être d'accord pour acheter des fruits et légumes. Et quand à le manger, effectivement, plus suivante, Ils veulent bien les acheter, mais pas pour eux. voilà, c'est ça. À condition que ce soit quelqu'un d'autre qui les vend. Cliquez encore, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu là l'accord, le niveau d'accord pour dire ouais, je suis prêt à goûter. Hein. Vous voyez, ils sont donc en fonction du dit de produit. Hein, on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour manger de la salade, de la carotte, etc., etc. Et donc du jus de pomme, du jus de raisin, etc. Enfin bref. Et vous voyez que dès lors qu'ils ont eu l'assiette devant eux, il y en a qui tout de suite avaient piscine. Et du coup, il y en avait donc 10 à 15% qui ont refusé de goûter en sachant que les produits étaient effectivement irrigués avec des eaux traitées. Donc, vous voyez qu'il y a, et puis on voit aussi un effet lié à la proximité, et c'est beaucoup plus réticent avec la salade et notamment les carottes, où il y a le sentiment qu'il y a une liaison beaucoup plus forte entre l'eau, l'aliment, la bouche, etc., qui amène effectivement plus que des hésitations. Et quand on a demandé aux gens qui ont refusé de goûter qu'est-ce qui avait motivé leur attitude, eh bien 57% c'était un risque sanitaire persistant. Mais pourquoi? Vous savez que on leur avait assuré que les produits étaient là, qui étaient là devant eux, respectaient les normes sanitaires et la réglementation en vigueur pour
et donc que les produits étaient conformes. Mais voilà, les risques, ils étaient parce que de toute façon, on n'a pas confiance dans les acteurs qui mettent en place la reuse. Et là, je vous parle, là, on est bien hein, sur le paragraphe, les sachants, c'est-à-dire les étudiants du Master O et le comité de pilotage. Donc, vous voyez bien que la peur est quelque chose qui ne se résout pas uniquement par de l'information. Et le dégoût concernait à peu près un quart des gens qui ont refusé de goûter. Diapo suivante. Conclusion. Eh bien, en fait, le dégoût et la persistance d'un risque sanitaire, bon, c'est des attitudes très ancrées pour 20% du public en général. Donc, mais est-ce que ça doit empêcher de faire un projet, etc. Bah, à mon sens, pas vraiment. La sensibilisation et la communication pourraient sûrement convaincre un certain nombre d'hésitants parmi ces 20%, mais il y aura toujours une partie non négligeable, alors 10, 15% des gens qui qui resteront de façon durable rétifs à la consommation de produits issus qui ont été arrosés avec des eaux usées traitées. Je parle bien de la réutilisation des eaux pour l'agriculture. Hein. Et c'est bien par rapport à toutes les eaux qu'a évoquées l'agence de l'eau tout à l'heure, c'est vraiment celle qui sort des steppes. Hein. Voilà, c'est vraiment que là-dessus qu'on a travaillé. Et l'attitude des consommateurs, ça pourra être un enjeu économique, mais seulement quand il y aura la possibilité de tracer finalement l'origine de la production. Dès qu'on est dans de la production de masse, eh bien en fait, il n'y aura pas de traçage et donc il n'y aura pas de peur de la part des consommateurs. Donc c'est très cynique ce que je viens de dire là, mais c'est la réalité de ce qu'on a vu sur un certain nombre de projets qui font déjà aujourd'hui de la réutilisation des eaux usées, dans la mesure où la production issue de ces champs est noyée dans une masse. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur des réseaux sociaux, il n'y a pas de... Par contre, dès qu'on est sur un domaine, notamment les domaines viticoles ou du marché local, dans lequel il pourra y avoir, via les réseaux sociaux, la mise en cause de l'origine de l'eau, là, il n'est pas impossible que ça fasse débat et qu'un certain nombre de consommateurs, les plus rétifs, hein, encore une fois, aillent voir ailleurs parce qu'ils auront la possibilité d'aller voir ailleurs. Mais pour moi, le véritable risque d'opposition n'est pas sur les consommateurs, même s'il y a 10% de consommateurs qui ne viennent plus. C'est un enjeu important pour les agriculteurs qui sont concernés, si donc il y a ce traçage possible. Et donc ça, c'est quelque chose dont les agriculteurs ont parfaitement conscience. Hein. S'il y a des gens intéressés, on pourra en discuter tout à l'heure par rapport à deux enquêtes qu'on a fait auprès des agriculteurs de la zone du Pic Saint-Loup par rapport à cette question-là. Mais par contre, le véritable risque d'opposition, il est sur les usagers actuels de ces eaux en aval. C'est-à-dire que là, on a bien eu des projets où on a effectivement une substitution. Donc, très bien, les gens ont de l'eau sécurisée versus un prélèvement dans le milieu qui n'était pas sécurisé en aval. Donc là, il y a une véritable substitution. Là, a priori, pas de raison de conflit, sauf peut-être, comme l'a évoqué la personne de l'agence, les enjeux environnementaux qui peuvent amener quelques interrogations. Mais c'est dès lors qu'il y aura effectivement plus de substitution, parce qu'on voit aussi des projets qui se développent au-delà Monsieur de la Garin, pardonnez-moi, je me permets de vous presser un petit peu parce que justement, si vous souhaitez... Voilà, je vous remercie. Je pense que... Merci donc, également pour votre biblio. Il y aura quelques références à la fin pour les quelques personnes qui voudront en savoir plus. Tout à fait. Quelques références. Très bien. Merci beaucoup pour cette bibliographie sur votre dernière diapo que nous pourrons retrouver, comme je le disais, dans les replays. Je pense qu'en faisant une pause sur la vidéo, on pourra retrouver très facilement et de manière lisible ces références. Pardonnez-moi de vous mettre la pression à ce stade, mais comme vous le savez, le temps nous est compté. Il nous reste très peu de temps justement pour continuer d'échanger sur les différentes présentations. Alors, je ne doute pas qu'il y aura des questions parmi vous. Je vais préférer vous donner la priorité tout de suite. Moi, ça m'a inspiré plein de questions, mais si vous le voulez bien, on va se tourner tout de suite vers la salle et les participants qui ont peut-être des questions plus concrètes encore. Je vous en prie, madame, je vous laisse vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, qu'on puisse vous situer et nous faire part de votre question en nous précisant peut-être à qui elle s'adresse. Magali Gadi, l'Image Métropole.
J'ai une question pour notre collègue de Toulouse, donc par rapport à au projet futur de réutilisation. Donc, actuellement, si j'ai bien retenu, vous avez une unité de traitement de 60 mètres cubeurs qui peut s'étendre à 90 mètres cubeurs. Donc, j'imagine que le projet, lui, vous allez augmenter cette capacité. Et si oui, est-ce que vous prévoyez toujours ce traitement membranaire qui quand même consomme de l'énergie, ou est-ce que, par exemple, pour les camions d'hydrocurage, vous allez réussir à alléger le traitement? Parce que finalement, ces camions d'hydrocurage, nous par exemple, au sein de Limoges Métropole, on en a. On utilise cette eau quand même dans les réseaux. Vous faites une certaine hiérarchie parmi les différents stades de traitement. Alléger le traitement, parce que c'est là où on aura une pertinence. Alors, au niveau de la quantité, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement où on va, en fait. L'usage actuel, il est de nuit. C'est les espaces verts, le golf, c'est ce que l'arrêté autorise. Donc, on peut arroser, on peut l'utiliser que de 22h à 6h du matin. On espère qu'en 2024, on aura nos camions hydrocureurs et éventuellement nos citernes espaces verts qui pourront s'alimenter. Honnêtement, avec 60 mètres cubeurs dans la journée, ça suffira largement aux besoins. Après, les autres sujets, ils sont à l'étude, ils sont en stade de faisabilité encore. Donc, en fait, tout va dépendre. Enfin, on adaptera notre capacité, notre production en fonction de l'ouverture vers des nouveaux usages. Et par rapport à la qualité, pour l'instant, on a celle-là. On va déjà déposer un dossier réglementaire avec cette qualité-là. Et puis là, aujourd'hui, nous, c'est des discussions, voilà, comme le disait Ariette, nous, depuis le début, on invite DDT, ARS, DREAL, tout le monde. Autour de la table. Mais aujourd'hui, clairement, on n'a pas encore leur avis, leur opinion sur le sujet. Quand on discute avec la DDT, quand on leur dit on va bientôt déposer notre dossier d'autorisation, c'est le premier qu'ils vont traiter sur la Haute-Garonne. Ils vont se renseigner un petit peu sur ce qui s'est fait ailleurs. Il ne s'est pas fait grand-chose encore dans le cadre du décret expérimentation. Donc, en fait, voilà. On veut déposer quelque chose justement pour enfin avoir des demandes. Est-ce qu'on va nous demander plus d'analyse, plus de sécurisation, plus de choses, et puis on va avancer. Ça reste à voir. Ouais. Voilà, on a cette qualité-là. Et après, dans un deuxième temps, quand en effet nos 90 mètres cubeurs seront utilisés, on réfléchira à une deuxième étape de traitement, peut-être moindre. Merci Madame Ducrot. Je me permets de partager un petit peu le temps de parole parce que le temps qui nous est consacré à cet échange est très court maintenant. Monsieur de Sepulveda, est-ce que vous pouvez nous confirmer que scientifiquement, ça puisse faire sens que d'avoir plusieurs types d'eau usée traitée, plus ou moins, avec un traitement plus ou moins poussé pour des usages différents? Oui, là, c'est ce qui impose actuellement la réglementation. Très bien. Sur le nouveau décret, en fait, il n'y a pas de qualité qui est requise de la réglementation. Ce n'est pas une qualité A ou B ou C. Pour tout ce qui est nouveaux usages, on n'a pas d'obligation. Et la réglementation européenne va imposer une classe A. Et au-delà de la classe A, elle propose une approche multibarrière qui va être de laver les fruits, par exemple, de les cuire, de proposer de nouveaux systèmes d'irrigation qui vont permettre de baisser en fait, le niveau requis pour la qualité d'eau. C'est la philosophie que propose là l'Europe. Et en fait, on peut se rendre compte qu'il y a des pratiques barrières qui sont en fait déjà appliquées. Par exemple, mettre des gants pour ramasser des patates, c'est déjà fait, mais ça fait partie des mesures barrières qui pourraient aider à baisser la qualité d'eau. C'est vrai que nous, quand on fait les dossiers de réglementation, enfin nouvelle réglementation, on en a fait là pour Nice, on essaie d'appuyer sur le fait qu'on ne veut pas imposer une classe A, mais baisser la qualité de l'eau, sinon on risque de tuer le projet sur la viabilité. De manière plus générale, je vous propose de répondre par oui ou par non avant de prendre une prochaine question. Est-ce que la réglementation telle qu'elle se présente, est-ce que ça sera encore un frein à la réhute ou est-ce que on ouvre les vannes là, dans la prochaine phase? J'aimerais bien vous dire que non, mais effectivement, il y a encore un frein. Il y a encore des freins. Aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a encore des barrières, il y a encore des sécurités qui existent. Je me tourne vers vous de nouveau. Madame, je vais vous proposer la parole à une personne qui ne s'est pas encore exprimée, si vous le voulez bien. Madame au premier rang, vous passe le micro tout de suite. Je vous laisse également vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour, Emeline Rakil, communauté d'agglomération du Libournais. Ma question s'adresse peut-être à Ecofilae par rapport au retour d'expérience que vous avez dans l'accompagnement des collectivités. À partir de quelle taille de station d'épuration on peut considérer qu'il est intéressant d'étudier la réhute? Parce que par exemple, pour l'exemple de Toulouse, c'est plutôt une station d'épuration de 950 000 équivalents habitants, je crois. Donc assez importante. Donc voilà, à partir de quelle capacité on peut considérer que c'est intéressant de l'étudier, s'il vous plaît?
Alors pour répondre à ce sujet, Merci, effectivement, on travaille sur les grosses stations d'épuration, mais également on a des projets pilotes sur les petites stations d'épuration de moins de 2000 équivalents habitants. On a le projet Ruraux, il y a un site internet d'ailleurs, RURAUX, sur lequel vous pouvez retrouver les résultats de ce projet pilote. En fait, c'est une plateforme collaborative où on avait différents types de traitements, différents types de systèmes d'irrigation et de cultures qui étaient irriguées. D'ailleurs, c'est les premières salades qui sont irriguées à partir de usées traitées en France, ce projet-là. Et en fait, non, il n'y a pas de taille minimale pour réaliser un projet reuse. On peut en faire aussi sur les petites stations d'épuration. Alors, on aura moins de gisements, on pourra faire moins d'usage avec, mais on peut quand même mettre un traitement pour des différents usages. Merci, Madame Ducrot. Vous voulez ajouter quelque juste chose? pour compléter, à Toulouse, oui, on a un gros débit, mais là, en fait, sur l'unité de production d'eau usée traitée, ce sera 1 à 2% de notre débit. Donc, c'est pas représentatif de la taille de la station d'épuration. Là, on le développe parce que, en fait, c'est plus le territoire autour, c'est-à-dire qu'on a des usagers potentiels autour, donc c'est là que c'était intéressant. Nous, après, on est très urbain, hein, donc on a très peu d'irrigation agricole qui pourraient être concernés par nos usages d'eau usée traitée. Madame Surzac? Oui, si je peux compléter, c'est aussi une question d'échelle et de typologie de projet. C'est-à-dire quand on est en milieu périurbain, on a beaucoup d'usages, donc on peut aussi avoir une certaine rentabilité. Et quand on va être en milieu rural, on va peut-être partir sur des stations de moins grande taille pour pas avoir trop de longueur de canalisation, pour pas être trop loin et pour assurer une bonne rentabilité du projet. C'est important aussi de se dire que par exemple sur l'agriculture, ce sont des usages saisonniers. Donc il va falloir prévoir du stockage, il va falloir prévoir des choses qui vont forcément augmenter le prix et le coût. Et c'est pour ça que c'est intéressant, dès qu'on peut aller chercher du multi-usage, finalement on va pouvoir aussi grossir en termes de quantité d'eau. Merci beaucoup pour cette précision. Vous avez une réponse circonstanciée hein, avec les trois intervenants présents. Nous avons toujours avec nous les deux intervenants en visio qui peuvent aussi intervenir s'ils le souhaitent ou s'ils souhaitent répondre. Nous sommes à leur écoute. Question suivante. Y avait-il... Alors, allez-y, madame, je vous en prie. Et puis, monsieur, tout de suite après, on vous passe le micro dans la foulée. Madame, je vous en prie. Donc, on a vu qu'il y avait pas mal de personnes quand même réfractaires. Quels sont les principaux risques que vous avez pu tous évaluer et quelles seraient justement vos réponses et aussi quelle serait votre communication aux différents acteurs si ça devait arriver? Merci. Je ne sais pas si monsieur Garin, si vous nous entendez, je ne sais pas si vous êtes allé au-delà de vos recommandations, jusqu'à pouvoir répondre à madame. Vous avez entendu la question? Oui, mais les risques, ce sont les risques perçus par les habitants, nous, hein, qu'on a évalués, ou les risques évalués par les sachants. Et les risques, ils étaient les risques sanitaires classiques, hein, que ce soit bactériaux. On a eu aussi des risques liés à tout ce qui est polluants émergents, on va dire, hein, les médicaments, etc., enfin les restes médicaments et autres. C'est des choses banales qu'on retrouve chez tout le monde, hein, les risques perçus par tout un chacun, quoi, hein. Oui. Voilà. Et une communication, encore une fois, une communication peut aider à éclairer le débat. L'enjeu, il n'est pas tellement l'information, il est la confiance que votre public aura vis-à-vis des opérateurs qui mettront en œuvre ces process. C'est clair que chez nous, c'était ça, dans notre enquête, c'était ça qui faisait défaut. Effectivement, et vous l'avez démontré tout à l'heure, quand vous passez en donnant de l'information de 26% de réfractaires à 20%, on peut se dire que c'est déjà un petit bout de chemin. Mais enfin, bon, c'est pas très spectaculaire comme retour sur investissement, si je puis dire. Vous, avec le recul dont vous disposez, Monsieur Sepúlveda, chez Ecofilae, où est-ce qu'on en est de ces réticences? Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent? Parce que je me disais, en écoutant juste le terme, la signification de réutilisation des eaux usées. Donc ça peut déjà inspirer un certain dégoût. On l'a vu tout à l'heure, M. Garin l'a très bien expliqué. Et puis traiter, on peut imaginer derrière aussi comment ça peut être de la chimie ou des choses comme ça. Enfin, c'est double peine, quoi, en quelque sorte. L'appellation même de ce type d'eau. Alors comment est-ce que ça évolue et comment ça peut encore évoluer favorablement selon vous? Déjà, en termes de terminologie, c'est déjà bien compliqué. Et oui, c'est ça. Eau usée, en sortie de station d'épuration, celle qui est retraitée, qui est eau usée traitée. Déjà, cette partie-là, c'est un peu compliqué. Après, en fait, ce qui pose problème actuellement, c'est toute la méconnaissance qu'on a sur le sujet. Vraiment, on a l'impression d'être sur le début de quelque chose.
alors qu'on a des projets qui existent depuis plus de 30 ans. Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté les pommes de terre de Noirmoutier, mais elles sont arrosées avec des eaux usées traitées, et ça ne dérange personne aujourd'hui. Je pense qu'en fait, c'est vraiment, il faut, je pense, communiquer sur ces usages de la reuse, essayer de faire parler, un peu, faire comprendre ce qu'il y a derrière la reuse et derrière les traitements qu'on peut mettre en place. Alors est-ce que ça va être par des panneaux de communication, est-ce que ça va être par la discussion avec le public? Mais voilà, c'est quelque chose, il faut réussir à faire connaître à tout le monde ce sujet-là et montrer qu'en fait, tous les risques d'enjeux sanitaires sont bien pris en compte par la réglementation, et techniquement, on peut tout mettre en place. Oui. Attendez, on ne vous entend pas, madame. Moi, je suis pour que les choses soient claires, je suis pour la réutilisation. Moi, je suis pour. Ma question, elle n'est pas maligne et mal intentionnelle. Elle est au contraire, auquel cas il y aurait un problème. Quels sont les plans d'action et surtout la communication aux différents acteurs? C'est ça la question. Parce que pour rassurer les gens qui sont réfractaires, il faut être très clair, très transparent et avoir des explications s'il y avait un souci, justement. Oui, mais si j'ai cru comprendre, enfin si j'ai bien entendu, la réglementation fait qu'il ne devrait pas y avoir de souci. C'est un peu ça. Oui, non, mais je pense qu'il faut vraiment, c'est une question de connaissance du sujet, c'est une question de savoir, essayer de s'exprimer, essayer de montrer une communauté autour de la reuse et montrer qu'il n'y a pas de risque en fait. Merci beaucoup Sixtine. S'il vous plaît, monsieur avait levé la main, on va lui passer. Voilà, merci de vous présenter, monsieur également. Oui, bonjour. Couillet Frédéric, communauté d'agglo du Pays Basque. Donc j'avais une question au niveau de l'irrigation. Je voulais savoir si elle était réalisée sur des cultures ciblées, je veux dire cultures propres à la consommation humaine ou des cultures style indirectement consommées par le maïs semence, maïs conso. Et après, ma seconde question, c'était par rapport aux grands groupes agroalimentaires. Est-ce qu'ils sont favorables, si l'irrigation sur de l'alimentation propre à la consommation humaine est réalisée, est-ce qu'ils sont favorables à cette réutilisation de l'eau? Je vous en prie. Je reprends la parole. Alors, pour toutes les cultures sont réglementées, qu'elles soient alimentaires ou non alimentaires. On a différentes qualités d'eau qui sont définies dans la réglementation pour chacune des cultures pour l'alimentation. Et la réglementation européenne a la même philosophie sur ce sujet-là. Voilà, donc toutes les cultures sont irriguées. Après, sur la partie agroalimentaire, je n'ai pas de retour d'expérience sur cette. Vous en savez peut-être un peu plus, Madame Sourzac? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des grosses entreprises agroalimentaires qui commencent à nous solliciter pour des études, pour irriguer même leurs propres vergers. Donc ça commence. C'est tout ce que je peux vous dire de mon retour d'expérience à moi. Ce qui confirme un certain intérêt, mais on n'a pas encore assez de recul, quoi. Ce qui est intéressant avec les entreprises aussi, les entreprises agroalimentaires aussi ont des effluents qui sont très chargés en nutriments, donc c'est forcément intéressant de réutiliser ces eaux, et puis finalement elles sont moins chargées que les eaux des stations d'épuration domestiques. Urbaines. Et en ce moment, il y a un décret qui est en préparation, c'est pareil, la réglementation évolue. Aujourd'hui, tout ce qui est agroalimentaire, c'est un petit peu... Là, je me mélange un peu, parce qu'il va y avoir un décret pour l'agroalimentaire et pour la réutilisation dans les entreprises agroalimentaires. Et pour l'irrigation, là, c'est encore autre chose, c'est pas encore encadré non plus, mais si je me trompe pas. Mais en tout cas, il y a des gros groupes qui commencent à s'y intéresser, puisque nous, on a eu des sollicitations. Merci beaucoup, monsieur, pour vos questions. On va prendre une dernière question. Alors, je suis désolé, on avait déjà une main qui s'était levée. Madame, je vous laisse Bonjour, vous présenter. Elisabeth Marie, Société Innovaya. On se pose beaucoup de questions sur la qualité d'eau quand elle est réutilisée. À ma connaissance, dans l'irrigation, c'est majoritairement de l'eau brute. Est-ce qu'on demande des analyses sur ces eaux aujourd'hui, en fait? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par eau brute, mais je pense que eau brute, c'est plutôt les eaux de forage, les eaux de nappe, les eaux de la ressource. Alors, en termes de qualité d'eau, je reviens toujours à la réglementation. En fait. Bien sûr. C'est, si vous voulez, la réglementation européenne, la classe A, ça va être de l'eau osmosée. Donc, ça va être de l'eau très propre. Après, sur les autres classes d'eau, on va avoir d'autres solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Ça peut être simplement un filtre traçable et un UV. Et voir, il y a certaines stations d'épuration qui ont déjà d'ailleurs leur propre système de désinfection qui permettrait directement de réutiliser les eaux. Voilà.
Madame Je voudrais Ducrot. juste compléter dans notre projet Valréu, parce que moi je me pose exactement cette même question. On a intégré dans notre volet analytique une partie comparative d'eau. C'est-à-dire qu'à un moment, justement aujourd'hui, je ne sais pas répondre à mon usager potentiel qui utilise l'eau du canal latéral. Est-ce que votre eau là, elle sera de meilleure qualité, de moins bonne? Eh ben, typiquement sur la bactério, j'aurais tendance à dire qu'elle sera de meilleure qualité puisque l'eau usée traitée sera désinfectée. Mais on a prévu de comparer des analyses eau potable, eau Garonne, eau de nappe, eau usée traitée, eau canal latéral. Ça fait partie du projet et nous, on a prévu de communiquer. Donc n'hésitez pas à nous demander les résultats et on essaiera de communiquer sur ces sujets-là parce qu'on manque de données. Madame Sourzac, merci Madame Ducrot. Oui, pour compléter, comme disait Monsieur Garin également, on fait déjà aujourd'hui beaucoup de réhutes indirectes puisque les rejets de stations d'épuration vont dans les cours d'eau et les agriculteurs prélèvent dans les cours d'eau. Donc voilà. Et cette eau, elle est bien là quelque part. Merci beaucoup. On l'avait compris, hein, sans caricaturer, mais les deux grands contre-arguments, on va dire, qui sont encore en cours pour les détracteurs ou au moins les sceptiques, c'est vraiment d'un côté, je dirais, pour le grand public, plutôt l'aspect sanitaire, si vous permettez ce résumé qui est peut-être un petit peu osé. Et puis du côté des experts, c'est quand même plutôt lié aussi aux usages, à la dynamique de l'eau, au soutien d'étiage, etc. Ça reste quand même une problématique récurrente chez les grands acteurs de l'eau et les professionnels en particulier. Monsieur, je vous laisse pour une toute dernière intervention, puisque nous avons déjà dépassé largement l'horaire prévu pour cette table ronde. Mathieu Betrancourt et Purbag. Donc moi je suis donc je propose des solutions structurelles au niveau de la phyto, mais moi ma grande question au niveau de la reuse, c'est est-ce que la réglementation de demain pour favoriser la reuse, c'est pas justement vous ménager à vous en tant qu'acteur au titre de la pollution qui rentre en amont, notamment dans les villes où il y a des grosses concentrations de produits chimiques industriels sur les cosmétiques, pharmaceutiques, etc., ce qui ferait que du coup, au départ, ça fait baisser la cote de la réutilisation de l'eau parce qu'on se demande comment des acteurs comme vous doivent régler des problèmes qui sont causés par d'autres. Comme disait Einstein, ne comptez pas sur ceux qui créent les problèmes pour les résoudre. Tout à fait. La prévention à la source, c'est aussi, pour tout ce qui est enjeux émergents et polluants, c'est aussi une des pistes. Bon, déjà, aujourd'hui, les collectivités font tous des analyses entrée et sortie de leur station d'épuration sur 96 substances. Et elles doivent, sur celles qui sont significatives, elles doivent mener des actions de prévention, de réduction à la source. Ensuite, on ne peut pas tout faire à l'échelle d'une collectivité, mais il y a aussi au niveau européen pas mal de textes qui sont en train de passer. Il y a des choses qui évoluent, ça va lentement. Mais effectivement, la réduction à la source, c'est un point important. Et quand on parle, puisqu'on parle de ça, je vais faire une petite digression. Quand on parle de réutilisation, on parle de réutilisation des eaux usées traitées en sortie de station d'épuration, mais on pourrait aussi séparer les effluents à la source. C'est-à-dire que dans le bâtiment, si vous séparez l'urine, les eaux grises, vous avez des eaux grises qui sont moins chargées, plus faciles à traiter, et vous récupérez de l'eau pour vos enjeux quantitatifs. Et dans l'urine, vous pouvez récupérer de l'azote, du phosphore concentré et traiter les micropolluants dont l'écotoxicité est présente à 60% dans l'urine. Donc vous n'arrivez plus avec des molécules en infime quantité en sortie de station d'épuration. Donc ça, c'est des solutions de rupture et d'avenir qui commencent à se développer. Il y a un quartier à Paris, Saint-Vincent-de-Paul, qui commence à le tester. Avec un traitement différencié. Ça reste encore des petites expériences, mais ça commence vraiment à être envisagé sérieusement. Parce qu'effectivement, plus on prend le problème à la source, et plus il est facile de le résoudre, quoi. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vous propose, en guise de conclusion, de rester sur ce mot de la fin de Madame Sourzac au nom de l'Agence de l'eau. Merci pour votre participation, pour vos contributions avec vos questions. Et puis je vous propose, comme à l'accoutumée maintenant, pour ceux qui connaissent le principe de ces conférences, d'applaudir chaleureusement nos intervenants pour avoir bien voulu s'exprimer devant vous aujourd'hui. Et merci à Monsieur Garin également et à Madame Ponce pour leur présence, ne serait-ce à distance, en tout cas pour avoir bien voulu participer à cette table ronde également. Nous vous remercions. 3, 2, 1.